Très bien, merci beaucoup. C'était très, très émouvant, votre propre expérience. Alors, c'est exactement ça l'objectif de cette session. Vous serez disponible pour la conversation autour d'une tasse de café. C'est une fonction qui existe sur la plateforme. Et Eva également de la COP, comité de pratique, eh bien, vous pourrez la contacter par chat parce que ne peut pas malheureusement participer à la discussion avec nous aujourd'hui en direct. Donc, nous allons maintenant passer à la session sur les maladies tropicales négligées. Donc, la présidente de la session, Evelina Burzio, pédiatre italienne, elle s'intéresse à ces urgences, ces maladies pédiatriques. Elle a travaillé au Pakistan et dans d'autres endroits pour MSF. Et elle alterne entre le travail militaire en tant que clinicien spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et son travail au Royaume-Uni. Donc, Valentina, vous avez la parole. À vous. Merci à tous et à toutes. Je suis très honorée de présider cette session sur les MTN, les maladies tropicales négligées, avec Alexandra Cluse, Thomas Jensen et Led Yap et de Nicolas Morton. Nous avons fait de notre possible pour organiser cette session pour parler des MTN. Souvent, nous sommes confrontés à ces maladies, surtout si on ne les aborde pas de manière holistique. Et dans notre pratique quotidienne, nous savons que si l'on ne fait pas attention à l'épidémiologie, ces maladies peuvent se répandre, notamment aussi au regard des changements climatiques dont on a déjà parlé. Donc, nous avons décidé de nous concentrer sur certaines maladies et ensuite nous aurons un débat. Nous savons que c'est un sujet assez complexe et il a été très difficile de ne porter les exposés que sur certaines maladies et nous avons essayé de voir où était le point de départ. Le point de départ, c'est souvent le lit du patient. Et pour ce faire, nous avons un cas clinique à vous présenter, très bref, mais nous aurons besoin de votre aide pour essayer de d'élucider ce cas. Alors, imaginez que vous êtes à la clinique IPD au nord du Burkina Faso. Il est 9 heures du matin et nous commençons nos tournées. Nous avons remarqué qu'un petit garçon de 11 ans, Moussa, euh, est dans un lit à côté de sa grand-mère. En tant que pédiatre, nous nous approchons en lui disant: «Bonjour Moussa, qu'est-ce qui t'arrive?» Et madame, on lui demande aussi ce qui est arrivé à ce petit. Sa dame a l'air très inquiète. Elle dit que ça fait 3 jours qu'il a de la fièvre, des démangeaisons, il tousse, il a l'air très fatigué et il a mal aux jambes, il n'arrive pas à marcher. Donc on a essayé de voir ce qui s'est passé à la maison. Est-ce qu'il a pris des médicaments? Elle nous a dit qu'elle l'avait emmené à un poste de santé où on lui a fait un prélèvement sanguin, mais les résultats étaient négatifs. Donc on l'a renvoyé chez lui. Elle lui a donné des médicaments à base d'herbe pour traiter la diarrhée parce qu'il avait aussi la diarrhée. Et elle n'a pas oublié de lui donner les antipaludéens parce que tous les dimanches, il prend ses antipaludéens. Et nous lui demandons aussi s'il y avait déjà eu d'autres problèmes médicaux dans la famille. Elle répond que oui, son mari est décédé de la tuberculose. Nous avons tous les drépanocytoses dans la maladie. Et Moussa a été testé, ma fille étant porteuse, il a la drépanocytose à l'examen physique. Il n'a pas l'air très malade, hein. Il est gêné par un prurite, 38. Les signes vitaux sont à peu près normaux. Mais il a cette éruption urticaire un petit peu partout.
Il a du mal à marcher parce qu'il a des douleurs dans les membres inférieurs. Il y a un souffle bilatéral avec une petite splénomégalie et une petite hépatomégalie, mais pas de lymphodénopathie, pas d'autres problèmes. Donc, nous avons discuté et nous avons réalisé des examens de routine, hémoglobine à 13, lymphocytes élevés, éosinophilie, pas de test antigène pour le palu. Donc, goutte épaisse, négatif aux parasites du paludisme. Mais comme vous pouvez le voir, il y a cette petite chose violette que l'on a eu du mal à interpréter. À l'examen clinique, il y avait déjà eu des ECBU positifs au sang, microscopie négative et une radio du thorax qui montre des infiltrations bilatérales, peut-être plus marquées du côté droit. Alors, si l'on considère les suspects habituels que l'on peut avoir dans un tel contexte, on peut penser au palu, à une manifestation de la drépanocytose chez un patient hétérozygote. Néanmoins, les effets secondaires des médicaments traditionnels qui sont souvent observés dans les populations que nous traitons, une pneumonie nosocomiale, une infection virale, le Covid-19. Mais selon vous, quelles doivent être les étapes suivantes? C'est une question que je vous pose toutes. Vous allez sur la droite de votre écran pour le questionnaire. Vous voyez les réponses possibles. Essayez de trouver la bonne réponse. Et vous avez environ 30 secondes pour essayer d'y répondre. Donc, est-ce qu'il faut faire un test ML puisque l'hémoglobine est à 13? Est-ce qu'il faut refaire la goutte épaisse avec un autre technicien laboratoire expérimenté? Peut-être démarrer un traitement antipaludéen, peut-être par intraveineuse, peut-être poser plus de questions aux garçons, démarrer un traitement d'une pneumonie nosocomiale et toujours garder en tête qu'il peut y avoir une tuberculose atypique et demander sinon à l'équipe de télémédecine un soutien complémentaire. Ça peut être très compliqué compte tenu du tableau clinique que l'on a devant nous. Donc, il y a beaucoup de propositions qui viennent et nous discuterons de la réponse tout à l'heure. Je vais poursuivre avec l'examen du cas. Toutes les réponses peuvent partiellement être justes. Maintenant, essayons de voir un peu plus ce qui s'est passé et poser des questions. En fait, on découvre que cet enfant, que l'infirmière avait déjà parlé à Moussa. Il vit en France et c'était la première fois qu'il rendait visite à sa grand-mère. Il ne parle pas la langue locale, mais il comprend et il a plein d'amis. Il s'est toujours bien porté, sauf qu'il a eu le Covid-19 4 semaines auparavant. Dans l'avion, il n'a pas porté de masque. Sur le plan alimentaire, il n'aime pas le lait et les légumes. Il aime la viande de chèvre, mais ma grand-mère n'a qu'un chien. Il aime jouer dehors avec ses amis près de la rivière et il porte toujours des sandales. Et il n'a pas vu de rat dans la maison. Alors, à ce stade, qu'est-ce que vous allez suspecter maintenant que vous avez les informations complémentaires recueillies par l'infirmière? Deuxième question, 30 secondes pour répondre une fois encore. Vous pouvez voir à droite les questions. Est-ce qu'on doit soupçonner un palu malgré les résultats négatifs qu'on a vus, une pneumonie nosocomiale, une réaction aux médicaments traditionnels donnés par la grand-mère,
Est-ce que l'on peut encore soupçonner une infection respiratoire virale en raison de la diarrhée et des symptômes respiratoires, une hématurie, d'une glomérulonéphrite post-streptococcale ou aucun de ces suspects? Difficile de tirer une conclusion et de poser un diagnostic. C'est là qu'il est important, on le voit, de travailler en équipe et d'avoir toujours la possibilité de euh, partager les doutes et les questions que l'on peut avoir. La majorité d'entre vous a répondu 6. Aucun de ces. Je ne pense pas que le palu soit impliqué puisque les résultats étaient négatifs. Peut-être une réaction aux médicaments traditionnels, ce qui est fort probable dans les contextes où l'on travaille, mais l'hématurie d'une glomérulonéphrite post-streptococcale, je ne pense pas possible. Il n'y avait pas d'infection à Streptococcus. Alors, compte tenu du pays d'origine et de l'endémicité de la schistosomiase au Burkina Faso, du tableau clinique subaigu avec cette éruption cutanée, il faut prendre en compte les zonophilies, les résultats de l'ECBI et le fait qu'il a joué dans l'eau. Le diagnostic serait eu un stade précoce de la fièvre de Katayama, donc la schistosomiase, donc prédnisolone et ensuite du praziquantel. Je vous remercie d'avoir participé à ce petit exercice. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que toutes les fièvres ne sont pas des fièvres paludéennes. Les symptômes ne s'améliorent pas souvent et les antécédents ne correspondent pas au scénario. Et les antécédents sont essentiels pour ne pas négliger le patient et la maladie. Donc, il faut recueillir les informations auprès de l'enfant et de sa famille, c'est très important. S'il en a des doutes, des questions, rappelez-vous qu'on travaille en équipe, une équipe qui est près de vous, des médecins, des infirmiers qui sont là pour répondre à vos questions et pour les cas complexes, il y a la télémédecine. C'est un très bel outil de soutien au terrain. Il y a également des recommandations des groupes pédiatrie et MTN. Donc, si vous avez des cas cliniques complexes, vous pouvez aussi vous appuyer sur ces recommandations qui seront bientôt prêtes. Et nous travaillons aussi dans une zone particulière. Vous avez les CDC qui sont très importants. Et puis l'OMS pour connaître l'épidémiologie des zones où l'on travaille. Et la fièvre de Katayama se produit chez des migrants, des personnes déplacées, des voyageurs, des touristes et dans des zones vierges de toute immunité, des personnes qui n'ont pas d'immunité. Et c'est une réaction d'hypersensibilité systémique et donc on commence par les stéroïdiens. Une fois encore, je vous remercie d'avoir participé à cet exercice pour poser le diagnostic. Nous avons maintenant planté le décor de cette situation complexe que posent les maladies tropicales négligées, l'OMTN. Nous allons commencer notre session avec nos orateurs. N'oubliez pas de poser des questions dans le Q&A.